Voici la deuxième partie de mon entretien avec Alain Rousseau. Je vous souhaite une bonne écoute. Je me demandais, en fait, est-ce que pour toi la naturopathie s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'on peut dire que plus les personnes vieillissent et moins les principes de la naturopathie seront efficaces, à moins de conserver une bonne vitalité comme toi? Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Dans la naturopathie, il y a deux enseignements. L'un est l'enseignement de l'hygiène de vie, l'hygiène vitale, Mm. c'est-à-dire agir en fonction de nos besoins organiques, selon les lois de la nature qu'on ne peut pas changer. Et d'ailleurs, on ne peut pas les changer. Pourquoi? Parce que tout est programmé dans un cerveau qui nous est spécifique, qu'on appelle le cerveau archaïque. D'accord? Ce cerveau archaïque, c'est celui qui appartient à tous, même aux animaux. Et ce cerveau archaïque gère notre fonctionnement organique. C'est en dehors de notre volonté, c'est en dehors de notre intellect. C'est pour ça que quand le corps décide de normaliser ses fonctions, il fait sa crise curative. Mais c'est lui qui l'a fait. On lui a pas demandé. Et il nous a pas demandé notre avis non plus. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est s'y opposer, dire, oh, ça m'embête d'être malade maintenant, j'ai besoin d'aller, c'est justement la période de vacances, je vais partir en vacances, puis je suis malade, ça tombe mal, je préfère être malade quand je suis au travail. Donc, c'est ça notre problème. C'est remboursé. Donc, pour les animaux, c'est simple. Ils sont malades, bah, ils écoutent leur corps fonctionner. Ils ne se posent pas de questions en disant, tiens, je suis là, j'aimerais bien aller chercher un peu de viande ou chercher un peu d'herbe quelque part. Non, non, il va réagir en fonction de la commande de ce cerveau archaïque qui lui dit repos, qui lui dit pas de nourriture, qui lui dit calme, etc. Voilà. Alors que tu posais la question la question c'était déjà C'était, est-ce que finalement, oui, plus on vieillit et plus on perd en oui, vitalité, moins la oui. naturopathie est efficace, Oui, quoi. c'est ça, c'est ça, ça. C'est-à-dire que le naturopathe a deux casquettes, l'hygiéniste naturopathe, qui est fait pour entretenir les Ouais, fonctions ouais. vitales, et la naturopathie, qui est fait pour accompagner, assister le sujet dans les maladies aiguës, celles qui sont auto-guérisseuses. C'est un accompagnement. Ça n'est pas une décision, c'est pas le naturopathe qui guérit la maladie aiguë, c'est qui favorise ou il permet à l'organisme d'aller à son terme dans sa guérison. Donc la naturopathie est faite pour cela. Si maintenant le sujet n'a plus la capacité de faire une maladie aiguë, l'intervention de la naturopathe ne se justifie plus. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans de la chronicité. Et on sait que dans la chronicité, il y a des atteintes organiques qui font que le sujet ne pourra jamais retrouver une fonctionnalité normale. Il Hmm. aura toujours un handicap fonctionnel, ce qui Hmm. va affecter l'ensemble de l'économie générale. Et là, le naturopathe n'a plus de pouvoir. Les maladies plus graves encore, qui sont les maladies dégénérescentes, ce qu'on appelle les affections de longue durée, le naturopathe n'a aucun pouvoir, C'est ça. car il n'est capable que d'aider l'auto-guérison. Par contre, il peut aider avec son autre casquette, qui est celle de l'hygiénisme naturopathe. Pourquoi? Parce que si une fonction est affectée définitivement, qui laisse un handicap de vie, les autres fonctions méritent des soutenus. Et ça, c'est l'hygiène de vie. Et nous avons ces deux facultés, la capacité d'entretenir la vie, la capacité d'entretenir la santé, la capacité de la retrouver dans les maladies aiguës et la capacité de la renforcer pour ne plus être malade. C'est ça le travail du naturopathe. Et ça, c'est pas très bien compris, même par les naturopathes, qui sont souvent, comme on dit maintenant, des biothérapeutes, c'est-à-dire qu'ils vont traiter la maladie avec des produits naturels. Mais c'est pas ça l'idée. Hmm. Utiliser des biothérapies, c'est utiliser le concept de la médecine allopathique, diagnostic, maladie, traitement naturel. Ce qui est possible, ce qui existe. Hein. Par exemple, Hmm. vous donner une antibiothérapie, on pourrait faire une aromathérapie, par exemple, qui Oui. pourrait être tout à fait aussi efficace contre un germe infectieux. Vous voyez, au lieu de prendre de l'aspirine, on pourrait prendre du saule, par exemple, qui contient de l'acide salicylique. Au lieu d'avoir une molécule de synthèse issue de la pétrochimie, on aurait une molécule issue d'un végétal, d'un arbre en La reine des l'occurrence. prés, voilà. Par exemple. Donc, on a des moyens. Et la médecine allopathique se dit, mais on a, comment dire, perfectionné cette médecine qui existait déjà depuis toujours, qui est une médecine symptomatique, il ne faut pas l'oublier, Hmm, d'accord, hmm, hmm. mais magique en quelque sorte. Donc, il faut avoir le courage de supporter ce qu'on appelle la crise d'élimination. C'est ça. Donc, le naturopathe a ces deux casquettes. Donc, on ne peut pas intervenir à tous les niveaux. Le naturopathe n'intervient que dans les maladies aiguës qui l'accompagnent. Il intervient aussi quelquefois en redonnant la capacité à un organisme de déclencher une maladie aiguë pour retrouver la santé. Il a cette capacité. L'hygiéniste naturopathe entretient la santé, accompagne le sujet dans la satisfaction de ses propres besoins. D'accord? Il faut bien faire cette différence-là. Et dans les écoles
comme l'ISUPNAT et d'autres écoles qui font partie de la FENA, on donne bien ces deux enseignements. Ah oui, tout à fait. L'hygiénisme pour entretenir la santé, le naturopathe pour recouvrer la santé quand c'est possible. D'accord? Quand ce n'est plus possible, il n'est plus naturopathe. Mais par contre, il peut rester hygiéniste. C'est-à-dire qu'il peut aller en accompagnement d'une médecine allopathique indispensable pour que le sujet puisse continuer à survivre. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, il faut bien faire cette différence-là. Dans ton livre, tu dis aussi que finalement, même si la cause est perdue, bah, ça peut avoir un effet sur l'entourage de la personne qui va potentiellement voir qu'on peut travailler son hygiène de vie alors qu'elle n'en était pas forcément consciente. Et finalement, ça peut avoir les réformes d'hygiène de vie peuvent aussi avoir un effet plus global sur l'entourage de la personne. Ben, moi, je pense que oui, le patient le comprend facilement. C'est quelquefois le médecin qui le comprend pas. D'accord? C'est plutôt là la difficulté. Et je peux en parler parce que j'ai travaillé assez longtemps avec tous les corps de métier de la profession, aussi bien allopathe qu'homéopathe ou naturopathe. Et je sais la difficulté de pouvoir s'entendre, que chacun reste dans son domaine de compétences et qu'on fasse tout en sorte dans une attitude humaniste d'aider au mieux le sujet dans sa souffrance et dans sa vie aussi qui continue quand même. Hein. Donc, c'est là où on parle de médecine complémentaire. Elles ne sont pas complémentaires parce qu'elles s'adaptent, elles s'adressent à des plans différents de l'organisation humaine, mais elles peuvent agir en parallèle et de façon positive, d'accord? Mais il n'y a pas de médecine alternative. Parce que s'il y a une médecine alternative, ça veut dire que j'en ai marre de prendre des médicaments, je prends des produits naturels. Peut-être que je vais en mourir. Parce que j'ai pas les moyens de soutenir une fonction organique, par exemple. Ouais. Donc, il faut bien penser cela. Donc, les médecines ne sont pas alternatives. Elles peuvent être intégrées dans un domaine particulier et elles peuvent être intégrées uniquement dans les maladies chroniques et les maladies dégénératives. Mais pas dans les maladies aiguës. Les maladies aiguës ne relèvent pas de la médecine allopathique, elles relèvent de l'auto-guérison et il n'y a que la naturopathie qui peut aider, accompagner dans ce sens-là parce qu'il a la connaissance, il a les moyens techniques pour le faire. Quand je dis les moyens techniques, ce sont les moyens que la nature nous offre. Autrement dit, c'est ce que le bon sens nous offre. S'il y a de la fièvre, eh ben, je ne vais pas couper la fièvre. C'est pas moi qui ai décidé que le corps va faire de la fièvre. Le corps l'a décidé parce qu'il a jugé nécessaire de faire la fièvre. Donc, s'il a jugé nécessaire, c'est parce qu'il y a une programmation qui lui dit qu'il faut le faire. Donc, je dois respecter cette programmation. À moi maintenant de temporiser un peu. Si la fièvre voulait monter trop haut, je peux un petit peu la maîtriser. Si elle était un petit peu basse, je peux peut-être un petit peu l'augmenter. Mais tout ça par des moyens naturels. Je chauffe ou je refroidis, tout simplement. D'accord? Il n'y a pas de médicament qui intervient là. C'est simplement faire que l'environnement favorise les conditions internes pour que la guérison se fasse. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors, dans ton livre, tu écris « Nous devons prendre autant de soin à nos éliminations qu'à notre alimentation. Apprécier la valeur de ces éliminations me paraît tout aussi justifié que de quantifier ce qu'on met arbitrairement dans notre assiette. » Oui, c'est on est aujourd'hui obsédé par l'alimentation, il faut manger comme ci, comme ça, mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de combat et en tout cas d'occulter une partie du problème? Non, ce que le corps élimine est aussi important que ce que le corps produit. Pourquoi? Parce que nous sommes traversés par un flux de matière en permanence. Cette matière entre avec une capacité qu'on appelle capacité vitale. Ce sont des molécules organiques vitales, qui ont non seulement de la matière, mais de la charge vitale. Quand cette matière est utilisée dans les cellules, pour la construction des cellules, pour la vie de la cellule, pour l'activité même de la cellule fonctionnelle de la cellule, cette matière est rejetée. Et cette matière revient dans l'environnement. Autrement dit, l'environnement, c'est le recyclage de cette matière qui nous revient. Mais cette matière qui est usée, entre guillemets, ne peut pas être conservée dans le corps. D'accord? D'un autre côté, il faut bien comprendre que ce qui a été éliminé doit être remplacé. Ouais. Normal. OK? Et nous, que faisons-nous? On s'occupe du remplacement, mais on ne s'occupe pas de l'élimination. Et on ne peut se nourrir qu'en fonction de ce qui a été éliminé. C'est pour ça que je dis que les éliminations sont plus importantes que les apports nutritifs. La vie commence d'abord par quoi? Par un jeûne, par des éliminations, pas par une nutrition. Les premiers jours de la vie, quand on arrive au monde, quelquefois, il n'y a pas de lait au sang. Il y a même un peu de cholestérol qui purge en plus, donc qui vide l'intestin. Mais le corps continue à éliminer, les reins fonctionnent et il y a des molécules qui s'éliminent. Puis ensuite, la faim arrive, le lait de maman arrive et l'enfant commence à prendre de la matière. Et ça, nous avons une phobie de dire si je ne prends pas de matière, je n'aurai pas d'énergie. Pourquoi? Parce que notre logiciel intellectuel est formé à la pensée suivante. L'énergie vitale découle des réactions énergétiques de la matière.
Donc, si je mange pas, j'ai pas d'énergie. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Si c'était vrai cela, plus on mange le soir, plus on aurait d'énergie le matin. C'est exactement l'inverse. Moins on mange le soir, plus il y a d'énergie le matin. Donc, on voit bien que l'énergie n'est pas liée à la quantité de matière. Donc, quand je parle des éliminations, c'est bien un des graves problèmes. Pourquoi? Parce que dans toutes les maladies infantiles qui sont les maladies guérisseuses, on se rend compte qu'il y a d'abord et premièrement un phénomène d'élimination. Par la peau, par les rougeurs, par les boutons, par les flictèmes, par les crachats, par les mucosités, etc. On sent que ça sort de partout. Mais ça vient d'où ça? Ça vient bien de l'intérieur du corps. Mais comme on a dit, tout est lié au microbe, c'est une infection, et comme toutes les manifestations, c'est lié au microbe. C'est faux, le microbe n'est que accessoire, n'est que secondaire. Il a sa part de responsabilité, parce que si l'organisme ne veut pas s'épurer de ses molécules, le microbe continue à se développer. Et s'il se développe, à un moment donné, peut-être qu'il va submerger le système de défense, et puis le corps va succomber. Mais en général, quand on a compris le processus, eh bien, on fait en sorte que on améliore, le naturopathe améliore le terrain. Améliorer le terrain, c'est faire que les conditions de développement du microbe n'existent plus. Et ça se fait surtout par des éliminations, puisque c'est de la matière que le corps n'aurait pas dû conserver, dû éliminer au fur et à mesure. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, mais les maladies mentales, le rôle du mental, eh bien justement, le rôle du mental chez l'homme, il est hyper important. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous intellectualisons tout, même la nature, on intellectualise tout. On trouve des théories sur tout, on réfléchit sur tout, etc. On a des connaissances qu'on amasse sur tout, et notre cerveau est en super activité. Et quand il est en super activité, cette activité, cette énergie qu'il utilise, se fait au détriment du fonctionnement de l'organisme. J'ai une image qui est très simple, c'est que nous avons une réserve d'énergie nerveuse qui se trouve dans le système neuroglandulaire, qui alimente les fonctions psychiques et les fonctions organiques. Tout passe par là. D'accord? Si un des pôles, en l'occurrence le mental, prend trop d'énergie, c'est au détriment du corps. Il n'y a pas deux réserves d'énergie, l'une pour le mental, l'autre pour le corps. C'est la même. Si l'un prend trop d'énergie, c'est au détriment de l'autre. Si mon activité mentale est extrêmement importante, elle consomme beaucoup d'énergie. Et mon corps n'arrive pas à avoir l'énergie suffisante. Pourquoi en particulier? Pour savoir exactement ce qu'il doit manger en quantité et qualité, et savoir que ces éliminations doivent être au quotidien. Et à partir du moment où on voit qu'il y a un dérèglement qui va s'installer, on va plus suivre les lois biologiques qui veulent que on prenne des aliments en fonction des besoins et que cette matière qui est utilisée soit éliminée au fur et à mesure. C'est ça qui se passe. Et dans toutes les maladies, dans la majorité des maladies organiques, c'est parce qu'il y a une surconsommation d'énergie au niveau du mental. C'est pour ça qu'il faut calmer le mental. C'est pour ça qu'on a recours à des méthodes de relaxation, on a recours à des méthodes de méditation. Enfin, on invente 1000 choses. En réalité, il faudrait aussi que nous sachions que le cerveau doit pas fonctionner en continu, qu'on doit maîtriser ses pensées, qu'on doit pouvoir faire le vide mental, c'est-à-dire un état de relaxation, et puis aussi peut-être qu'il faudrait reconstruire notre architecture mentale pour qu'on soit en accord avec les phénomènes vitaux. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On est contre la nature, même si on est écologique. Est-ce que tu te souviens du moment de ta vie où tu as compris tout ça? Ben, je dirais que je ne sais pas s'il y a eu un moment. Il y a eu sûrement différents moments et peut-être différents phénomènes qui se sont produits. Ben, le premier, c'est quand j'ai rencontré Marchesso. Ok. Pourquoi? Il m'a parlé de quelque chose dont j'ignorais du tout que ça pouvait exister d'une part, et puis aussi ce que ça pouvait donner au point de vue de la santé. J'ignorais ça. Et puis après, ça a été les livres des médecins naturistes. Et tout ça, ça m'a conditionné, ça m'a forgé une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon de concevoir les phénomènes de la nature. Parce que moi, je connaissais bien les oiseaux, je connaissais bien les grenouilles, les escargots, etc. Je connaissais tout ça, mais c'était pas clair dans ma tête. Mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui était uni. Je trouvais pas les grenouilles, je les trouvais pas n'importe où. Je savais où il fallait les trouver parce qu'elles avaient un milieu favorable pour ça. Je savais que tel oiseau était plutôt dans telle haie, niché dans tel arbre, etc. Parce qu'il y avait des conditions. Alors, c'était pas intellectualisé, mais c'était des observations qui correspondaient à une réalité. C'est plus tard que je les ai intellectualisées. Je ne sais pas si je réponds à ta question, si, ou si tu pensais autre chose. Non. Je pense pas à un phénomène déclencheur. Je pense surtout, non, le phénomène déclencheur, c'est quand j'ai rencontré Marchesso et quand j'ai rencontré cette médecine naturiste qui m'a vraiment fait réfléchir
comment dire, à mes objectifs de vie qui étaient plutôt de soigner la maladie, quoi, parce que c'est ce que j'avais appris dans mon enfance et je croyais qu'il n'y avait que cela. Et puis j'ai appris que soigner les maladies n'était pas la vraie solution, c'était développer la santé pour ne pas être malade. Et c'est ça qui m'a parlé. Mais peut-être parce que j'avais aussi cette expérience de la nature qui fait que ça donnait un sens tout de Oui. suite. Je Et du pense coup, que tu c'est ça. as carrément créé une école et un centre de naturopathie. Oui, Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? fabuleux. Ben, j'ai créé un centre pour la bonne raison que les techniques naturopathiques que nous enseignons dans le cadre de l'école, l'Institut d'hygiène naturelle et Marchessault, étaient théoriques. Étaient théoriques. On avait bien des petits stages pratiques, etc., mais ça allait pas loin, on n'avait pas une formation importante. Donc, les naturopathes ne mettaient pas vraiment en application les techniques. Ils faisaient de la prescription. Et surtout, de prescription de quoi? Ben, ce qui ressemblait le plus à un médicament, c'était les plantes. Ouais. C'est pas comme ça qu'on les formait, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passait. Pourquoi? Parce que si tu veux faire de l'exercice physique, il faut une salle de gymnastique, des appareils éventuellement. Mais tout ça, c'est de l'investissement, c'est de la surface. Si tu veux faire de l'hydrothérapie, bah, il faut, je sais pas moi, une baignoire, il te faut un bain, il te faut un sauna, il faut, je sais pas, etc. Si tu veux faire de l'ozonothérapie, il faut des appareils d'ozone. Enfin, je veux dire, il faut un équipement aussi. Donc, le centre que j'ai créé, c'était de pouvoir exploiter les 10 techniques de naturopathie. Pourquoi? Ben parce que je me suis rendu compte que si 10 techniques existent, c'est parce qu'à un moment donné, une de ces techniques, ou peut-être un moyen de cette technique, est nécessaire pour permettre l'auto-guérison. Alors que actuellement, la pensée, qui était la pensée d'avant, qui est à nouveau la pensée des médians, c'est avoir un thérapeute qui a des connaissances et il veut que le malade passe par ses connaissances. Alors qu'en réalité, il faut trouver la bonne technique et le bon moyen de la technique qui correspond aux besoins de l'individu. C'est ça. C'était ça mon objectif. Et ça a été une révélation. Pourquoi? Parce que ayant tous les moyens, c'est un peu prétentieux, mais maximum de moyens dans toutes les techniques, ça me permettait de cibler exactement la problématique du sujet avec la technique correspondante. Et ça, c'était génial, parce que ça donnait un résultat instantané. Parce que si un sujet a besoin de faire, je vais prendre un truc bête, une réflexologie. Ouais. Tu connais que la réflexologie plantaire. Tu vas travailler tes points correspondant aux troubles de la personne sur les pieds. Mais si sa projection se trouve dans l'oreille, la réponse est au niveau de l'oreille, c'est de l'auriculo qu'il faut faire. Et si cette énergie, si ces réflexes que tu essaies de déclencher, cette séance se déroule sur un sujet qui n'a pas l'énergie suffisante, ben, tu peux pas manipuler de l'énergie s'il n'y en a pas. Donc il aurait fallu peut-être apporter la recharge avant. Ouais. C'était ça qui m'a donné des résultats spectaculaires. Et c'est là que j'ai compris que quand le sujet, quand on pouvait donner au sujet exactement le coup de pouce dont il avait besoin, c'était magique. D'accord? Mais pour cela, il faut se donner les moyens de le faire. Et donc, je m'étais donné les moyens de le faire. Je l'ai fait pendant 25 ans. Ça a été très lourd à porter parce que c'était énorme, bien sûr, mais énorme sur le plan de l'investissement dans les techniques, dans les moyens, etc. Par exemple, l'hydrothérapie du côlon. J'étais le premier en 83 à importer un appareil des États-Unis pour faire des hydrothérapie du côlon. Ouais. C'était un truc que personne ne parlait, évidemment. Personne ne parlait. Enfin voilà, tu vois. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as une technique que tu préfères par exemple, quand tu as besoin de te revitaliser ou te détoxifier, est-ce qu'il y il a n'y a pas de une technique préférence. Ouais. La technique, c'est celle dont le sujet a besoin. Ouais. Il Non, n'y a mais pas de technique pour toi, meilleure. Alain. Alors pour moi, je dirais qu'actuellement, c'est plutôt de l'énergie dont j'ai besoin. Ah ouais. C'est plutôt de l'énergie dont j'ai besoin. Bon, je pense que c'est l'âge qui fait ça aussi, hein. Mais je pense que pour moi, c'est le soleil, c'est la nature, là, je vis sur une île, donc c'est la mer tout le temps, je suis dans l'eau, etc. C'est ça qui me fait le plus grand bien. Parce que je sens que la réserve énergétique que j'avais dans le passé, ben, je l'ai plus. Donc, il faut que je gère ça au mieux. Et c'est ça dont j'ai besoin le plus. C'est vraiment ça. J'aime bien quand tu dis je ne l'ai plus parce que moi, en face de moi, là, j'ai pas quelqu'un qui a plus d'énergie. Au contraire. Oui, non, mais Parce que tu en as plus que moi. peut-être que j'ai encore de l'énergie, mais je sens quand même que les choses faiblissent. Hein, d'accord? Je le sens, je le sens. Disons que c'est la récupération qui est plus lente, plus longue. Quand je fais des efforts, avant, le lendemain, c'était fini. Maintenant, je sens qu'il y a des courbatures, j'ai moins le goût de l'effort. Enfin, je sens que l'organisme est plus lent à faire. Donc, écoute, il faut être philosophe. Hein. Oui. Je veux dire, il faut agir en fonction de ses moyens, c'est tout. Ouais.
Et alors, tu avais écrit il y a quelques années, en 1990, je crois, un livre génial sur la pratique du sauna dans le cadre Mm, de l'entretien de la santé. mm. Et pourquoi est-ce que tu avais choisi d'écrire sur ce sujet spécifiquement? Ben, il y avait plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y avait pas d'informations sur le sauna. Et je trouvais que c'était quand même une technique extrêmement facile, accessible à tout le monde. Et je me suis dit, c'est que les gens ne savent pas l'utiliser. Et puis, il y avait un a priori pour le sauna. C'est-à-dire que cette chaleur chaude à 100 degrés, c'est une étuve, c'est comme dans son four, on va être cuit, etc. Et je disais, mais c'est ridicule. Le corps, il n'est pas passif devant la chaleur. Il se défend. Il met en place des mécanismes de défense à la chaleur. Et quand il met en place ces mécanismes, il en profite pour éliminer. Enfin, pour moi, il y avait ces notions de naturopathie en arrière-plan. Et si j'avais pas eu les notions de naturopathie, j'aurais jamais pu écrire un livre sur le sauna. Parce que j'aurais jamais compris comment ça se passait. Et d'ailleurs, et en plus, je trouve que le sauna était traité de façon humoristique. Tu vois, quand tu regardais les pictogrammes, c'était toujours marrant, Ouais. tu vois. Et je trouvais que ça c'était négatif. Et je trouvais que c'était une mauvaise image qu'on donnait du sauna. Ouais. Et puis d'un autre côté, l'élimination par la peau est la meilleure pour le naturopathe, la meilleure qu'on puisse trouver. Et le sauna, c'est un bon moyen pour tous les pour tous les neuroarthritiques, ceux qui naturellement ont un métabolisme relativement bas, qui font peu de chaleur. Ils ont une température plutôt basse, etc. Ils sont plutôt maigres, plutôt minces, etc. Et pour cela, le sauna est excellent. Pourquoi? Parce que ça permet de déplacer les masses liquidiennes de la profondeur du corps vers la surface. Et la peau est un émonctoire fabuleux. Il peut remplacer l'activité rénale, l'activité hépatique, l'activité intestinale, l'activité respiratoire. Et c'est l'organe le plus résistant. C'est celui en plus que l'on voit, qu'on a à portée de la main. Et c'est le plus résistant. C'est celui qui cicatrise le mieux. Et c'est celui qui a le plus d'aptitude. Donc, cette élimination type centrifuge correspond bien à la maladie aiguë de la profondeur de la surface. Et chaque fois on peut déclencher ce phénomène de centrifugation des molécules, c'est toujours positif. Et le sauna était un des moyens, c'est pas le seul, mais c'était un des moyens pour parvenir à cela. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur le sauna, parce que j'ai trouvé que vraiment, on avait là une technique à la portée de tout le monde. Bon, bien sûr, il faut avoir un sauna, mais je veux dire, on peut avoir un sauna collectif. Je veux dire, dans une petite ville, on peut avoir un sauna pour 50 habitants, etc. Enfin, c'est possible, mais non, on veut tous avoir des choses individuelles. C'est pour ça d'ailleurs que le sauna à infrarouge individuel s'est développé par rapport au sauna traditionnel qui prenait un certain volume, un certain espace et qu'on pouvait pas mettre dans un appartement facilement, par exemple. Quand on a 30 mètres carrés, pas question d'être un sauna qui en fait 6 mètres carrés. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs du sauna infrarouge? Ben, je pense que c'est toujours pareil. C'est parce qu'on ne peut pas utiliser l'autre sauna qu'on a fait le sauna infrarouge. Mais l'infrarouge, le sauna traditionnel type finlandais, est un sauna à infrarouge. C'est pas autre chose. On produit des infrarouges. Ça s'appelle les résistances du chauffage. Lesquels infrarouges communiquent au bois de la construction du sauna, plafond, parois, etc., sol. Et ces infrarouges qui ont été accumulés par le bois sont redistribués. Autrement dit, on a une action indirecte des infrarouges sur l'infrarouge de bois, non pas des infrarouges de métal, de résistance métallique. Ouais, d'accord. Mais comme le sauna est compliqué, on a fait des rampes d'infrarouges qui chauffent directement. C'est-à-dire que le rayonnement n'est plus indirect, il est direct. Donc, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus brutal, beaucoup plus pénétrant. Alors, on a trouvé une argumentation, parce que c'est pas excellent systématiquement, mais on a trouvé une argumentation, c'est plus pénétrant. Comme les molécules, les déchets de l'organisme sont souvent au niveau conjonctif sous-cutané, ça va les réactiver. Ce qui est vrai. Mais il faut tenir compte de la résistance des cellules à la chaleur, qui est vraiment forte. Autrement dit, on n'a pas amélioré la qualité, mais on a amélioré la capacité de l'utiliser. C'est tout ça. Voilà. Et moi, je pense que le sauna traditionnel reste toujours le meilleur. Je le maintiens. J'en profite puisque j'étais là. On dit souvent qu'il faut éviter le sauna quand on a des varices. Qu'est-ce que c'est ton avis sur le sujet? Alors, la première chose, quand on va dans un sauna, il faut pouvoir transpirer. Car pour se protéger de la chaleur, il n'y a que la production de sueur qui, en s'évaporant, refroidit l'organisme et le maintient à 37 degrés. Si on rentre dans un sauna qui n'a pas de sudation, il faut sortir du sauna. Il faut apprendre à transpirer avant d'aller dans le sauna. D'accord? Et si on utilise un sauna pour transpirer, il faut le faire très, très progressivement. Parce que tant qu'il n'y a pas de sueur, on ne peut pas rester dans le sauna. Donc, celui qui ne transpire pas et qui a des varices, voit ses varices gonfler. Celui qui transpire ne voit pas ses varices gonfler. Okay. Alors là, j'ai fait l'expérience une centaine de fois. Des gens qui avaient des varices, je les mettais dans le sauna et je disais, maintenant, on va regarder vos varices à la sortie du sauna. Elles avaient toutes dégonflé. Sauf que, à condition de transpirer. C'est pour ça que j'ai créé aussi dans ce centre, j'étais le premier à faire ce qu'on appelle des enveloppements d'huile essentielle. C'est le premier à faire ça.
pour justement revitaliser la peau, pour que les glandes cutanées puissent produire la sueur. Et quand le sujet, par les enveloppements d'huile essentielle, avait obtenu la sudation, il pouvait aller au sauna. Il n'y avait plus aucun problème. Il n'y avait plus de contre-indication. Contre-indication, il ne faut pas exagérer, parce que si le sujet vient de faire un infarctus la veille, il ne faut peut-être pas le mettre dans le sauna. Non, il y a un minimum de bon sens quand même. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un nouveau livre aujourd'hui? Pourquoi tu n'en as pas écrit d'autres entre-temps? D'abord, j'avais pas le temps. Ok, une bonne raison. Mais deuxièmement, j'étais pris à 100%, parce qu'entre les consultations, les cours, les conférences, etc., les réunions, les congrès, les colloques avec les différents médecins, etc., j'avais pas une minute pour moi, donc c'était pas question d'écrire. Et puis, il y en a qui s'en chargeaient d'écrire. Oui, oui, oui. Il y a des milliers de livres qui sont sortis sur les techniques naturelles, dont certains, ou pas mal, sont issus de gens que j'ai eu en cours, que j'ai formés. Donc, ils ont écrit pour moi, en quelque sorte. Mais, donc, je n'avais pas besoin d'écrire. J'ai dit, les choses sont dites. Sauf qu'il y avait des choses, à mon sens, qui n'étaient pas dites. C'est pour ça que quand j'ai travaillé 10 ans plus tard, après réflexion, après beaucoup de méditation, après m'être interrogé sur ma pratique, est-ce que j'avais bien compris ce que j'avais fait, est-ce que j'avais bien agi? Là, j'ai dit quand même, il y a des choses qui ne sont peut-être pas dites. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Plaidoyer pour la santé. Mais c'est vraiment un plaidoyer pour la santé. Alors que ce terme n'est pas bien choisi commercialement, parce que des plaidoyers pour la santé, les infirmières l'ont déposé, etc. Enfin, il y a plein de plaidoyers pour la santé qui existent, qui n'ont rien à voir. Mais parce que je me suis dit, toute notre conception de la médecine est basée sur la maladie. Il faut repenser complètement ça et le baser sur la santé. Et ça, c'était quelque chose qui était, comment dire, un peu flou dans les esprits. Et j'ai voulu le concrétiser. Je me suis dit, c'est peut-être le moment d'écrire cela. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il est issu donc de l'expérience, de mes connaissances, de l'expérience dans la pratique naturopathique, parce que j'ai quand même eu beaucoup de patients, des milliers de patients que j'ai suivis en cure, etc. Donc j'ai vu les transformations des êtres apparaître. Donc je me suis dit que j'étais quand même sur la bonne voie. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il n'y a aucun livre qui sort sur une réflexion générale de la naturopathie. Et en même temps, je voulais faire comprendre qu'on ne pouvait pas faire de la santé de l'homme sans s'occuper de la santé des animaux et de la santé des végétaux, car la santé planétaire est quelque chose d'unique. C'est une santé générale dont chaque individu est porteur. Et c'est à chaque individu de pouvoir donner tout le potentiel pour maintenir justement cet équilibre dans la nature. Et actuellement, l'être vivant le plus malade de cette nature, c'est l'homme. Ouais, c'est ça. Et quand l'homme est malade, c'est un gros chaînon de la chaîne écologique qui est malade. Et quand un maillon souffre, toute la chaîne souffre. C'est ça. Et actuellement, tout notre environnement. c'est bien notre souffrance qui entraîne la souffrance des végétaux et des animaux. Nous sommes responsables. D'ailleurs, à la première page de ton livre, tu écris « À tous ceux qui m'ont permis de saisir le sens de la vie ». Alors, qui sont-ils et quel est le sens de la vie, selon toi? J'ai répondu un peu en particulier tout à l'heure quand j'ai dit que les médecins naturistes l'avaient à l'esprit, mais peut-être que ils sont nombreux ceux qui m'ont ouvert l'esprit. Ça va du simple paysan jusqu'à l'ingénieur agronome. Bon, j'ai raconté une petite anecdote. On est dans la forêt ici. Les chênes, il y a quelques années, ont eu des chenilles. Ces chenilles ont dévoré les feuilles des chênes. Et quand un arbre n'a plus de feuilles, en général, il souffre. Donc, ça s'est passé une année. On a dit, qu'est-ce qui se passe? On peut disparaître. L'année suivante, chenilles à nouveau, plus de chênes ont été touchés. Et on s'est dit, toute la forêt va crever. Donc, on a fait venir des spécialistes qui ont dit, il faut éradiquer les chenilles. Comment? Il faut pulvériser un produit insecticide pour les chenilles. Mais comment pulvériser sur des chênes qui font 15 mètres de haut? Alors, on a dit, c'est un hélicoptère. Les gens se sont dit, mais qui va payer l'hélicoptère au prix où ça coûte? Et puis, on va en mettre partout. Donc, personne n'a été d'accord pour le faire. Donc, on a laissé les chenilles en disant, toute notre forêt va crever. Et puis, il y a un vieux paysan à côté que je vais voir, que je connaissais bien, qui est décédé maintenant. Et on parlait de ces chênes. Il me dit, attends un petit peu. Ça va se calmer. J'ai dit, mais vous êtes sûr? Il m'a dit, oui. Ça va s'arrêter. Mais je dis, il y a des chênes qui vont mourir. Il dit, peut-être qu'il y a des chênes qui vont mourir, mais la majorité vont résister. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les chenilles ont disparu. Et quand les chenilles ont disparu, on sait maintenant pourquoi. Je me souviens très bien que j'étais là. Les chenilles mangeaient les feuilles, et quand elles crottaient, les crottes qui tombaient étaient extrêmement dures, et on aurait dit qu'il pleuvait dans le bois.
comme une pluie qui tombe sur les feuilles, comme la vraie pluie, une grosse pluie d'été. Et c'était les crottes des chenilles. Et ces crottes des chenilles fait que les chenilles mangeaient les feuilles, qui avaient des chênes qui avaient développé des tanins au bout de 2 ans, 3 ans. Et les tanins ont constipé les chenilles et elles sont mortes de constipation. Ah là là, incroyable. Ouais. Et non seulement les arbres qui étaient affectés par les chenilles ont développé des tanins, mais les arbres qui n'étaient pas encore affectés par les chenilles qui étaient à côté ont développé les mêmes tanins. Ça veut dire que la nature a communiqué, les arbres ont communiqué entre eux pour dire attention, il y a un prédateur qui vient nous détruire, il va falloir se protéger. Et les chenilles ont disparu d'elles-mêmes. Alors que si on avait mis des insecticides, on n'aurait pas réglé le problème, on aurait peut-être tué les chenilles, mais elles seraient revenues obligatoirement. Et les arbres ne se seraient pas renforcés, car ce qu'ils ont appris avec cette invasion de chenilles, ils ont appris à lutter contre les prochaines chenilles. Autrement dit, ils ont mis en place un système d'adaptation qui leur permet de rester en bonne santé. Vous voyez, ça c'est le bon sens du paysan. Et les agronomes, ils ont appris aussi pourquoi justement les chenilles étaient crevées, parce que le paysan, il n'a pas su pourquoi elles étaient crevées. Il a vu qu'elles avaient disparu. Mais l'agronome a dit, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des informations partout. Je pourrais aussi faire référence à mes moniteurs de plongée sous-marine qui m'ont appris la faune sous-marine. Et je me suis rendu compte que l'équilibre de la faune sous-marine, aussi différent soit-elle de celle de la nature, c'est le même système, c'est la même écologie dans les deux mondes, le monde de l'eau et le monde sous-marin et le monde terrestre. C'est la même chose. On a les mêmes phénomènes. Voilà, on a les mêmes niches écologiques, on a les mêmes combats, les mêmes collaborations. C'est ça qui est fabuleux. C'est tous ces gens-là qui m'ont appris ce qu'était la vie. Je croyais que tu allais me dire qui m'a permis de saisir le sens de la vie, c'est les animaux, la nature. Oui, mais je crois que c'est ça d'abord. Je pense que c'est ça d'abord, oui. Mais sans l'avoir intellectualisé. Alors maintenant, j'ai pu l'intellectualiser. Ouais. Non seulement je l'ai intellectualisé avec des connaissances qu'on appelle rationnelles, mais je l'ai aussi médité, ce qui m'a permis de comprendre les phénomènes biologiques selon des phénomènes philosophiques. Parce que notre cerveau humain, il a une capacité de symbolisme d'aller au-delà du tangible. Donc, aller au-delà. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce sont des phénomènes philosophiques. Mais ça fait partie de notre nature, maintenant, nature humaine. Il ne faut pas oublier qu'on était des animaux avant. Hein. On était des animaux. Et d'ailleurs, on a gardé la même physiologie animale. C'est pour ça que quand je parle du cerveau archaïque qui gère le fonctionnement du corps, c'est le même qui gère le fonctionnement du corps de l'animal et d'une autre. Et on a un cerveau nouveau qui est apparu, qu'on appelle un néocortex, qui nous permet de symboliser, de faire abstraction des choses et de réfléchir. Mais ce cerveau-là, il est indépendant de l'autre. Sauf que pas tout à fait. Il est quand même dépendant du premier. Parce que la physiologie du cerveau, c'est pas nous qui la gérons. C'est l'organisme qui la gère. C'est le cerveau organique qui gère le fonctionnement du néocortex. Mais non, le fonctionnement lui-même, le clavier sur lequel on appuie pour avoir des informations, ça c'est nous qui le faisons, c'est notre propre volonté. Autrement dit, la formule latine qui disait mens sana in corpore sano est toujours d'actualité. Un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Ça va ensemble. Hein. Donc c'est pas maîtriser nos idées, c'est une chose que l'on doit faire, mais le fonctionnement lui-même du cerveau, et on voit que dans l'Alzheimer, c'est pas un problème d'idéologie. C'est pas un problème d'idéalisation, c'est un problème fonctionnel. C'est l'aluminium qui se dépose dans les vaisseaux, c'est les connexions qui ne se font plus, c'est les sécrétions au niveau des synapses qui n'existent plus, c'est des saturations des synapses, c'est des rétractions des axones, etc. Tout ça, c'est physiologique. D'accord ? Évidemment, notre pensée est complètement dénaturée là-dessus. Et on s'est un peu coupé de notre instinct aussi, quelque part. Ben, on s'est coupé de notre instinct, on l'a toujours, hein. On l'a toujours. Parce que nous étions, je l'ai dit tout à l'heure, des animaux. Donc on a fonctionné par instinct. Mais à partir du moment, l'instinct, c'est quoi? C'est lorsque le cerveau qui gère notre environnement se fait en fonction des exigences biologiques. D'accord? L'animal ne se trompe pas. Il va quelque part, ça lui convient pas, il reste pas dans le territoire. Il va bouffer quelque chose qui lui convient pas, il arrête de le manger. Quelque chose qui lui convient, il va le prendre. Il a un endroit pour, je sais pas, une femelle va mettre bas, elle va chercher un endroit, pas n'importe lequel, un endroit qui lui est favorable. Tout ça, c'est l'instinct. Ce qu'on savait faire avant nous, hein, ça, on l'a perdu. Pourquoi? Parce que nous est arrivé cette intelligence particulière qui fait que
on est capable d'élaborer des hypothèses, d'élaborer des théories qui fait que nos agissements sont en fonction de ces théories qui sont arbitraires, artificielles. Et c'est à ce moment-là qu'on dérègle totalement notre cerveau archaïque, notre physiologie. C'est pour ça que si nous sommes malades actuellement, c'est parce qu'on ne sait pas utiliser notre cerveau. Il n'est pas en accord avec notre cerveau organique. Il faut les mettre en accord. On peut les mettre en accord. D'ailleurs, quand j'ai fait ce livre, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut que je mette en accord ces deux cerveaux. Ce cerveau qui est philosophique et ce cerveau qui est physiologique, organique. Et c'est comme cela. Et la sagesse de l'homme, c'est lorsqu'il arrive à, que son cerveau intellectuel arrive à se mettre en phase avec son cerveau organique. C'est là qu'apparaît la sagesse. D'accord? Sinon, ce ne sont qu'on appelle des connaissances. Mais les connaissances, aussi importantes soient-elles, si elles ne correspondent pas à la physiologie, aux logiques même de la biologie terrestre, eh ben, elles ne valent rien. Et elles nous coûtent ce que nous subissons actuellement. C'est-à-dire la pollution, la misère, les malheurs, la guerre, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'horreur. Ouais. On approche de la fin de notre entretien. J'ai encore quelques questions pour toi. D'après toi, qu'est-ce qu'un bon naturopathe et comment devenir un meilleur naturopathe? Un bon naturopathe, c'est celui d'abord qui est capable de faire un bilan de vitalité, qui ne se laisse pas prendre par les symptômes de la maladie, qui mesure les capacités de guérison. Autrement dit, pour un naturopathe, les paramètres qui permettent de retrouver la santé sont beaucoup plus importants que les paramètres qui définissent la maladie. Première chose. Et ça, c'est devenu rare. La deuxième, maintenant, c'est de choisir, je disais tout à l'heure, dans les moyens naturels, exactement la technique qui correspond aux besoins de l'individu, au coup de pouce qu'on peut donner à l'organisme. Hein, d'accord? Cela. Et puis, d'un autre côté, je dirais que le naturopathe doit être un grand, je vais dire sage, le mot n'est pas juste parce que personne peut se dire être un grand sage, mais au moins comprendre les mécanismes biologiques généraux qui gèrent cette planète vivante. Hein, avoir le respect de cela. On ne peut pas soigner l'individu et être naturopathe et puis à la moindre occasion aller se faire opérer parce qu'on a marre d'avoir je sais pas quoi, un truc comme ça. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire quand c'est urgence, quand c'est l'urgence et quand on peut plus comment dire, que le corps peut plus s'auto-guérir. Mais je veux dire, il faut avoir une certaine logique dans son comportement. C'est pas facile dans cette société. C'est pas facile. Mais bon, il faut essayer de le faire. Et puis je crois qu'il faut maintenant comprendre que la santé de l'homme, tant que l'homme n'aura pas retrouvé la santé, la planète ne pourra pas retrouver la santé. La clé passe par la santé de l'humain. Et notre avenir, c'est d'abord pour nous, parce que nous sommes des égoïstes. On pense d'abord à nous. Et puis on s'est rendu compte que si on se soignait bien avec des médicaments, mais qu'on condamnait des médicaments à la nature, eh ben on continue à être malade. Vous voyez, le peu de raisonnement qu'on peut avoir. Hein. Voilà. Donc il faut avoir cette vision globale de la vie planétaire. Voilà ce que je pense pour être un bon naturopathe. Bon, il y a bien d'autres critères, mais au moins cela. Au moins cela. Et toi, dans ta pratique de la naturopathie, est-ce que tu as un souvenir comme ça qui t'a marqué plus que les autres? Ou est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote? J'allais dire non, pas particulier, mais peut-être plusieurs souvenirs. Les souvenirs les plus gratifiants, c'est les personnes qui m'ont dit, après avoir fait leur nettoyage organique, m'avoir dit, écoutez, à mon âge, je me sens mieux que j'étais à 20 ans, que j'ai jamais été dans ma vie. Ah, ça, génial. c'est peut-être cela. Oui, voilà ce que je peux dire. Et puis aussi, peut-être que le bon souvenir, c'est de dire maintenant, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris, c'est je ne serai plus malade parce que je sais ce qu'il faut faire et surtout, je sais ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Voilà. C'est peut-être ça les meilleurs souvenirs que je peux avoir de ma vie professionnelle. En dehors de toutes les rencontres que j'ai eues avec des tas de gens hyper sympathiques, comment dire, avec beaucoup de connaissances, et puis un partage de connaissances, une volonté humaniste de dire comment peut-on aider son prochain, chacun pouvant apporter quelque chose. C'est ça aussi qui était super intéressant. Et pendant ces 25 ans où j'avais l'institut, qui s'appelle l'Institut Alain Rousseau à Paris, ces rencontres ont été extrêmement bénéfiques. C'est d'énormes souvenirs que j'ai. Évidemment, c'était des cercles limités parce que tout le monde n'adhérait pas à cela. Mais pour ceux qui adhéraient, c'était vraiment philosophiquement et humainement, c'était magnifique. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que finalement, travailler sur sa santé, c'est aussi
entretenir la nature qui nous entoure. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu as intégré certaines pratiques dont les auditeurs, auditrices pourraient s'inspirer pour aller dans le sens d'une réduction de nos impacts sur la nature? D'abord, déjà, sur le plan alimentaire, j'essaie de prendre ce que le terroir produit. Première chose, toujours. Ce qui est produit localement. Ouais. Ce qui est importé, je ne le prends pas. Non pas parce que c'est le bilan carbone qui est faute, c'est parce que les aliments ne correspondent pas à l'endroit où je vis. Ça, c'est la première chose. Essayer de vivre localement. Et pas seulement pour le bilan carbone, qui est important, hein, je ne nie pas, mais parce que j'estime que l'environnement dans lequel on vit est un environnement protecteur. Et il est protecteur aussi par les aliments qui nous sont fournis par ce même milieu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'essaie de vivre au plus proche de la nature, avoir le moins d'artifices possible. Je dis le moins parce que, là encore, c'est pas facile. Quand je vais faire mes courses, je suis tout seul, isolé, là, je prends ma voiture, qu'est-ce que je fais? Je pollue avec ma voiture. C'est clair. Donc, je le sais, j'en suis conscient. Une anecdote. Actuellement, on est sur la voiture électrique. J'ai pas de voiture électrique parce que c'est pas très facile, mais dès que ça va être au point, peut-être que je vais le prendre. Mais j'ai pas confiance en l'électrique non plus, hein, parce que je sais très bien qu'on pollue de toute façon et qu'on change d'énergie, mais c'est pas parfait pour autant. Mais quand avant, j'avais une voiture, bien sûr, et j'habitais en Charente et j'allais à Paris travailler et j'utilisais de l'essence avec du plomb. Et puis un beau jour est apparu l'essence sans plomb. Sauf que les moteurs, c'était d'autres types de moteurs qu'il fallait. Je dis, je vais quand même faire l'effort de changer de voiture pour avoir une voiture qui roule au sans plomb. OK. Donc, je fais l'effort financier de prendre une voiture qui roule au sans plomb. Et je pensais que j'étais bien. Et qu'est-ce que j'apprends? Que le sans plomb dégage des toxiques encore plus dangereuses que le plomb lui-même. Alors, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment écœuré et je me suis dit, tout est comme ça. Je peux plus faire confiance en la science. Je peux plus faire confiance à ces fameux ingénieurs qui disent que ce qu'on vient de découvrir est toujours mieux. Écoute, il y a quelques, je pense à la pollution, tu vois. Et il y a quelques années, il y a 50 ans, quand j'étais avec Nature et Progrès, c'était l'association qui prônait une agriculture biologique. Et on était contre les nitrates et les nitrites. Il y a 50 ans, hein. On se bagarrait, c'est dangereux, il y en a partout dans l'eau, ça induit des pathologies, etc. Bon, ok. Puis les nitrates et les nitrites ont disparu. Puis il est arrivé l'atrazine. L'atrazine, c'est un herbicide, en fait, qui était hyper toxique, qui fait des cancers, des mutations, enfin des tas de trucs comme ça. Donc, on luttait contre l'atrazine. Et puis l'atrazine a disparu, puis on a eu un autre herbicide qui était sans problème, qui s'appelait le glyphosate. Et au bout d'un certain temps, sur le glyphosate polluait les nappes phréatiques, était dangereux, etc. Donc, glyphosate, allez, fini. Et puis, plus récemment, il y a 20 ans, on s'est intéressé aux particules, aux nanoparticules de plastique. Alors, il y en avait partout, dans la mer, partout, ça rentrait dans les organismes, etc. Les bouteilles plastiques, de minéral vendu en bouteilles plastiques laissaient ces nanoparticules. Enfin, ça posait des tas de problèmes, etc. Et puis, ça a passé, on a dit, maintenant, on a mis des plastiques, etc. C'est pas vrai, d'ailleurs. Et on a mis des polyéthylènes. Et puis maintenant, on fasse les PFAS, ouais. Les PFAS, hein, les polluants internels. Les perfluoro, les poils Tefal. Voilà. Et à nouveau, ça pose de tas de problèmes, tu vois. Donc, chaque fois qu'on dit, on a supprimé ça, c'est dangereux, on crée un nouveau truc qui est encore dangereux. Et peut-être encore plus dangereux. C'est ça. Et tout ça s'accumule parce que ça ne disparaît pas. Quand les premiers, il n'y en a pas un qui remplace l'autre, ça s'accumule toujours. Donc, il y en a de plus en plus dans la nature. Et ça nous pose un vrai problème. Parce que si on veut redresser la barre, ça paraît possible. On pourrait arrêter la pollution, arrêter toutes ces choses-là. Sauf qu'il va falloir le vouloir, ça va être des contraintes énormes. Mais tout ce qu'on a laissé dans notre environnement, ça va continuer à arriver par les organismes vivants. Parce que nous sommes dépendants des organismes vivants. Les végétaux concentrent, accumulent, les animaux concentrent, nous on a en bout de chaîne. Alors on peut dire, on peut supprimer l'animal, mais il faudra quand même manger le végétal. Et le végétal, il va être pollué pendant longtemps, parce que les nappes phréatiques ne vont pas s'épurer, les océans ne vont pas s'épurer en une génération. Il va falloir des siècles pour que ça s'épure. La nature fera le boulot, il n'y a pas d'inquiétude. Elle le fera, parce qu'elle a les moyens, dans son existence d'avoir réagi contre des choses extrêmement dangereuses. Quelquefois, elle a succombé. C'est pour ça qu'on a des aires avec des disparitions d'espèces végétales ou animales, etc. Mais elle a toujours refait surface. Donc, on peut lui faire confiance. Mais ce que je ne fais pas confiance, c'est à l'homme. Je fais confiance à la nature, mais pas à l'homme.
J'allais te poser la question, est-ce que tu restes optimiste en ce qui concerne l'avenir de l'humanité sur Terre? Euh, oui, je reste optimiste parce que, comment dire, un élément cosmique inattendu peut nous faire agir. Mais j'ai pas confiance dans la façon dont s'y prend l'humain pour l'instant pour essayer de trouver la bonne solution. Parce qu'on parle d'écologie, on fait des efforts d'un côté, on continue à polluer de l'autre. Hein. Je vois pas comment les guerres peuvent améliorer l'humanité. Parce que quand j'entendais tout à l'heure que, enfin, c'est quelques jours, que pour abattre un missile, il faut un antimissile qui coûte 3 millions, 3 millions d'euros. L'antimissile coûte 3 millions. Je ne sais pas combien coûte le missile, il coûte peut-être autant. Donc on vient de neutraliser 6 millions d'euros. Ça aurait pu quand même servir à une meilleure cause. Eh ben non, les guerres sont partout dans le monde, ça existe toujours. On continue, on alimente tout cela, etc. Donc je suis pas très optimiste dans la capacité de l'homme à réagir aux choses importantes. Mais je dis toujours que des phénomènes exceptionnels, extraordinaires, comment dire, impensables peuvent arriver. Et en cela, j'ai une assez grande confiance à ça. Ouais. Alain, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais aborder? Bon, écoute, je pense qu'on a fait, on n'a pas tout dit bien sûr, et puis mes réponses n'ont peut-être pas été aussi comment dire, complètes qu'elles auraient dû être. Non, je pense que je resterai sur le positif quand même. Le positif quand même parce qu'on est parti sur la notion de naturopathie, qu'est-ce qu'elle était? Et je pense que cette naturopathie, elle devient indispensable, mais vraiment indispensable dans les systèmes de santé publique. Pour l'instant, elle est minoritaire, elle est marginale. Les naturopathes sont traînés de complotistes quand ce ne sont pas des charlatans en plus, tu vois, parce que évidemment, il y aura des brebis galeuses partout, hein. Même dans la médecine allopathique, il y a aussi des brebis galeuses, mais on ne condamne pas systématiquement le système parce qu'il y a un humain qui a dévoyé. Non, je reste quand même assez optimiste parce que cette notion d'écologie se développe d'une façon globale, assez générale, c'est mondial. Et à partir de là, je pense qu'il y a un sursaut quelque part. Je ne sais pas ce qu'il sera exactement, mais ce que je voudrais, c'est qu'au moins les naturopathes soient des vrais écologistes. Et puis pour défendre l'idée de la naturopathie, je pense que les naturopathes doivent défendre aussi leur propre profession. On ne fait pas de naturopathie pour faire un métier. On fait de la naturopathie parce qu'on est humaniste d'abord, et ensuite on devient professionnel parce qu'il faut acquérir des compétences, et ensuite savoir les donner. On ne peut pas garder pour soi ce qu'on connaît, il faut le donner. C'est une nécessité humaine, mais voilà. Et les naturopathes doivent se battre pour défendre ces idées. Ils doivent se battre. Ils ne se battent pas en ce moment. Tout le monde on est tous passifs. Et je réfléchissais cette nuit-là, et je me disais, dans cette société, on ne combat que les conséquences. On ne s'attaque pas aux causes. On bat que les conséquences. J'entendais pour la drogue, il faut mettre les dealers en prison, il faut les empêcher, etc. Mais il faudrait qu'il n'y ait pas de consommateurs d'abord. Parce que tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des moyens de vendre de la drogue. Mais on ne parle pas de cela. On ne parle pas des consommateurs. Et nous sommes devenus des êtres irresponsables. Nous sommes normalement responsables de tout. Et là, on est devenu irresponsables. C'est jamais de notre faute ce qui arrive. Hein. C'est la précarité, c'est le cancer qui nous tombe dessus, c'est la pollution, c'est la pandémie, c'est la guerre. Voilà. Donc, on est toujours victime. On n'est pas responsable. Et ce que je voudrais, c'est qu'on soit responsable. Et les naturopathes sont responsables. Et puis on simplifie tout aussi. C'est sûr que c'est plus simple de taper sur un symptôme que d'aller changer son mode de vie. Voilà. Ça s'appelle une conséquence. Ouais. Hein, et c'est pas toucher à la cause. Et pourtant, la conséquence coûte beaucoup d'argent. Traiter les conséquences coûte beaucoup d'argent. Traiter les causes, ça coûte pas beaucoup d'argent. Et c'est durable. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur la naturopathie ou sur la santé préventive en général? Non, pas spécialement, parce qu'il existe beaucoup de livres dans les techniques naturopathiques. Il existe aussi des livres sur la naturopathie générale. Et puis peut-être que je dirais le mien. Après tout. Bon, de toute façon, parce que je pense qu'il est quand même différent des autres. Ouais. Et il replace le problème sur un sujet global et non pas dans l'application même des procédés naturels ou de la pensée naturopathique par rapport aux autres médecines. Je pense qu'il est plus général. Et c'est pour ça que j'ai voulu ce livre de référence pour que les naturopathes aient des arguments pour faire valoir leur métier, leur profession.
On ne t'inquiète pas, je me charge de le recommander. Et pour terminer, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour les aider à rester en bonne santé le plus longtemps possible? D'abord qu'ils apprennent à penser différemment, première chose, parce que chez l'homme, c'est la pensée qui motive tout, c'est ce qui déclenche nos agissements. Donc il faut déjà réfléchir à ce qu'est la santé et ne pas continuer à penser que seulement traiter les maladies sera la solution pour l'humain. Non, je pense qu'il faut déjà apprendre à réfléchir autrement. Sauf que quand on apprend à réfléchir autrement, on se met en marge du système et on est comment dire, marginalisé, c'est-à-dire que on est traité de complotistes, de gens qui ne veulent pas suivre les directives générales, etc. Ça veut dire qu'on devient rebelle quelque part, rebelle au système. Ben, écoute, si j'avais un conseil, je dirais soyez rebelle au système. et pensez par vous-même. Et pensez par vous-même, parce qu'il ne faut pas être contre quelque chose, il faut aussi proposer une alternative. Hein, d'accord ? Ça, c'est important. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, merci infiniment Alain d'avoir accepté mon invitation. C'est super sympa. J'invite les auditeurs et auditrices à se procurer donc, ton dernier livre, Plaidoyer pour la santé, aux éditions d'Angle, que bon, bah, personnellement, voilà, je considère comme fondamental. Hein. Et je pense qu'il restera une référence. Et d'ailleurs, à tous les étudiants naturopathes ou naturopathes qui nous écoutent, je recommande de le lire également. Est-ce que d'ailleurs tu l'as envoyé au ministère de la Santé ou à Emmanuel Macron? Non, je l'ai pas envoyé à Madame Macron parce qu'il l'aurait jamais lu, parce qu'ils vont bloquer. Mais j'ai quand même envoyé une lettre au président, à Macron lui-même, Emmanuel Macron. J'ai envoyé une lettre comme quoi j'étais pas d'accord avec les dispositions qui étaient prises sur le plan de la santé. Donc, j'ai déjà envoyé une lettre publique, d'accord, qui a été publiée il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, hein, pour lui expliquer qu'il faisait fausse route et que la médecine allopathique n'était pas la solution. D'accord. Donc, il l'a pas lu, bien sûr. J'ai reçu quand même une réponse de l'Élysée en disant nous avons bien pris en compte votre mission, etc. Une accusé de réception. Accusé de réception, un peu plus que ça, avec un petit mot disant c'est très bien, etc. Mais en réalité, il n'y a pas eu de suite. Oui, bon, le changement de logiciel n'est pas pour... Mais ça va, j'ai dit, mais si tous les naturopathes faisaient cela, auprès de leurs députés, etc., ben peut-être que ça changerait aussi les choses. C'est pour ça que les moyens d'action sont multiples. Faut-il encore... chacun, à son niveau, peut faire quelque chose. Oui, tout à fait. Bon, moi, tu sais, j'avais fait mon mémoire de fin d'études à ISUPNAT sur le lien entre la santé et la nature, l'environnement, la préservation de l'environnement. Et je l'avais envoyé aussi au ministère de la Santé à l'époque en disant voilà, peut-être que ça peut vous intéresser, vous donner des idées. Mais bon, pareil, j'ai même pas eu de réponse là. Donc... Non, bien sûr. Mais j'étais au courant parce que j'étais là à l'assemblée de l'ISUPNAT quand tu as eu ton certificat de diplôme. Ah oui, voilà. Voilà. Anthony, je te remercie de cet échange. Alain. Et puis, écoute, pour toi, continue à faire des beaux podcasts parce que je trouve que ce que tu as fait est bien fait. Les personnes que tu as interviewées sont des gens magnifiques. Alors, écoute, je te souhaite bon courage pour ta mission et fais de ton mieux. Merci Alain. C'est ma manière aussi, tu vois, de m'engager et de propager la bonne parole, entre guillemets. Okay. Écoute, merci Alain, prends soin de toi et puis à bientôt. Merci, à très bientôt aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien et que vous aurez envie d'en savoir plus en lisant Plaidoyer pour la santé, le dernier livre d'Alain Rousseau, dans lequel vous trouverez de nombreuses pistes pour comprendre le fonctionnement du corps humain et vous aider à rester en bonne santé en utilisant les moyens que la nature nous propose. Comme ni Alain ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.